Bonjour à tous. Bienvenue sur Monsieur Mystique, l'histoire d'horreur. Ce soir, nous vous apportons cette récits horrifiques et véridiques en provenance du Nord-Ouest Pacifique, des histoires qui vous feront douter de ce qui rôde réellement dans les forêts brumeuses et les côtes isolées de la région la plus énigmatique d'Amérique. Il ne s'agit pas d'œuvres de fiction, mais de témoignages documentés, recueillis auprès d'individus ayant vécu l'inexplicable dans des lieux où la frontière entre civilisation et nature sauvage reste dangereusement ténue. Chaque récit a été compilé à partir de témoignages directs, de documents historiques et de recherches approfondies, révélant le côté obscur de ces paysages magnifiques, mais impitoyables. Le Nord-Ouest Pacifique a toujours abrité des mystères qui défient toute explication rationnelle. Et peut-être certaines vérités valent-elles mieux que d'être enfouies dans les profondeurs de ces bois anciens et de ces eaux glacées. Si vous appréciez le vrai contenu horrifique, ancré dans la réalité, qui vous hantera longtemps après la fin de cette vidéo, abonnez-vous à Dossiers Enfouis et activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer nos plongées dans les phénomènes inexpliqués que la plupart des gens refusent de reconnaître. Après avoir vécu ces 7 rencontres glaçantes, nous vous invitons à partager vos propres expériences ou réflexions sur le Nord-Ouest Pacifique dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, installez-vous et préparez-vous, car nous allons lever le voile sur les ténèbres qui se cachent dans les ombres des forêts de conifères et des rivages enveloppés de brouillard. Harold Whitmore avait consacré 23 ans de sa vie au parc national des North Cascades. Quand octobre 1987 arriva, un froid inhabituel s'installa, comme s'il s'infilerait profondément dans les formations rocheuses anciennes. Harold n'était pas un homme enclin à la superstition ou aux fantaisies. Sa carrière s'était construite sur une connaissance pratique de la survie en milieu sauvage, une attention méticuleuse aux conditions météo et un engagement inébranlable envers la sécurité de chaque visiteur qui franchissait l'entrée du parc. Il avait mené des dizaines d'opérations de recherche et de sauvetage au fil des ans, extrayant des randonneurs blessés des pentes traîtresses et guidant des touristes égarés vers la civilisation. Il croyait avoir tout vu de ce que les montagnes pouvaient lui lancer. Il se trompait. L'appel arriva un vendredi après-midi, peu après 15 heures. Harold terminait des papiers au poste des Rangers quand la centrale lui annonça qu'une famille n'était pas revenue d'une randonnée censée être simple le long du sentier de Cascade Pass. Les Henderson Robert, 42 ans, sa femme Patricia, 39 ans, et leur fille Jennifer, 16 ans s'étaient enregistrés au poste tôt ce matin-là. Robert Henderson semblait particulièrement enthousiaste à propos de la randonnée. Il avait dit à Harold qu'il célébrait l'anniversaire de Jennifer avec un week-end de camping. Ils prévoyaient de randonner jusqu'à Cascade Pass, de prendre des photos et de revenir à leur campement à Pelton-Bazin avant le coucher du soleil. Quand ils ne furent pas rentrés à la nuit tombée, et que leur tente, intacte et vide, resta plantée au campement, l'hôte du camping s'était suffisamment inquiété pour alerter les autorités du parc. Harold rassembla immédiatement une équipe de recherche. Les prévisions météo étaient inquiétantes. Un système orageux précoce et rare arrivait du Pacifique, apportant avec lui la menace de neige en altitude. La température avait déjà chuté de 15 degrés depuis le matin, et d'épais nuages s'amassaient au-dessus des sommets des montagnes, comme un linceul gris tiré à travers le ciel. Harold savait que si les Henderson étaient blessés ou perdus quelque part sur ce sentier, ils affronteraient une nuit dangereuse dans des conditions qui pourraient rapidement devenir mortelles. Il rassembla 5 rangers expérimentés, les équipa de trousses médicales d'urgence, de lampes torchées haute puissance et de matériel radio, puis les mena sur le sentier alors que les derniers rayons du jour commençaient à s'estomper à l'ouest. Le sentier de Cascade Pass était l'un des itinéraires de randonnée les plus populaires des North Cascades, un aller-retour de 12 km qui grimpait de 850 mètres en altitude. Le sentier serpentait à travers une forêt ancienne dense avant d'émerger au-dessus de la limite des arbres, dans des prairies alpines offrant des vues spectaculaires sur les sommets environnants. Harold avait arpenté ce sentier des centaines de fois. Il connaissait chaque lacet, chaque affleurement rocheux, chaque passage de ruisseau. Alors que l'équipe de recherche progressait sur le sentier qui s'assombrissait, appelant les noms de la famille Henderson, Harold ressentit un malaise inhabituel qu'il ne pouvait s'expliquer. La forêt semblait trop silencieuse. Les sons habituels des oiseaux se préparant pour la nuit étaient absents. Même le vent traversant les arbres avait une qualité creuse et lugubre qui lui glaçait les nerfs. Ils cherchèrent toute la nuit, leurs faisceaux de lampes torchées déchirant l'obscurité comme des doigts pâles s'étendant dans les ténèbres. La température continua de chuter. À minuit, le souffle d'Harold formait des nuages de vapeur dans l'air glacé, et une légère neige commença à tomber. La poudre fraîche recouvrit le sentier, effaçant toute trace de pas que les Henderson auraient pu laisser derrière eux. Harold divisa son équipe en binôme,
assignant à chaque paire une section du sentier à fouiller méthodiquement tout en maintenant le contact radio. Il prit la section supérieure pour lui-même, grimpant vers Cascade Pass. Alors que la neige tombait plus lourdement autour de lui, le faisceau de sa lampe torche illumina des millions de flocons tourbillonnants, créant un effet désorientant qui rendait difficile de voir à plus de quelques mètres devant lui. Il était près de 3 heures du matin quand l'une des équipes de recherche contacta Harold par radio avec une nouvelle. Ils avaient trouvé quelque chose près du 4e kilomètre, un sac à dos partiellement caché sous un surplomb rocheux. Harold se hâta vers leur position, l'espoir montant dans sa poitrine. Peut-être que les Henderson s'étaient abrités quelque part à proximité. Peut-être s'étaient-ils simplement égarés dans l'obscurité croissante et attendaient que les conditions s'améliorent. Quand Harold atteignit l'endroit et examina le sac à dos avec sa lampe torche, son espoir se transforma en quelque chose d'autre. Le sac était un modèle bleu Eddie Bauer, relativement neuf, et contenait des objets qui appartenaient clairement à la famille Henderson. Il y avait un portefeuille avec le permis de conduire et les cartes de crédit de Robert Henderson. Il y avait des barres de granola et une bouteille d'eau à moitié vide. Mais ce qui perturba le plus Harold, ce n'était pas le contenu du sac, mais l'endroit où il avait été trouvé. Le sac était posé droit contre la paroi rocheuse, soigneusement placé comme si quelqu'un l'avait délibérément positionné là. Il n'avait pas été abandonné dans la précipitation. La fermeture éclair était fermée. Les objets à l'intérieur étaient soigneusement organisés. On aurait dit que quelqu'un avait voulu que le sac soit trouvé, qu'il avait été positionné spécifiquement pour attirer l'attention de quiconque chercherait dans cette zone. Harold sentit sa peau se hérisser malgré le froid. Il sortit précautionneusement l'appareil photo du sac et l'examina. Le compteur de pause indiquait que 23 des 36 photos avaient été prises. Ce qui était arrivé à la famille Henderson pouvait être documenté sur cette pellicule. Les recherches continuèrent tout le samedi et jusqu'au dimanche. La tempête s'intensifia, déversant 20 cm de neige sur les altitudes les plus élevées, forçant Harold à appeler des renforts et du matériel supplémentaire. Un hélicoptère fut dépêché depuis la station de garde-côte la plus proche, équipé de caméras thermiques pour scanner les flancs de la montagne à la recherche de toute trace de chaleur corporelle. Des chiens de recherche furent amenés pour pister l'odeur de la famille depuis leur campement abandonné. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, et Harold se retrouva à coordonner non seulement une opération de recherche et de sauvetage, mais aussi à gérer les dizaines de bénévoles qui se présentèrent pour aider à retrouver la famille disparue. Les proches des Henderson arrivèrent de Seattle, désespérés et terrifiés, suppliant Harold de faire tout son possible pour ramener leurs êtres chers à la maison. Au 3e jour de recherche, un maître chien fit une découverte qui retourna l'estomac d'Harold. Près du bord d'une falaise abrupte, à environ 800 mètres de l'endroit où le sac à dos avait été trouvé, les chiens localisèrent plusieurs objets appartenant clairement à la famille Henderson. Il y avait une veste polaire rouge que Patricia Henderson portait. Selon la description de sa sœur, il y avait une casquette avec le logo des Seattle Mariners qui appartenait à Robert. Le plus perturbant de tout, il y avait le collier d'anniversaire de Jennifer, une fine chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de cœur que ses parents lui avaient offert ce matin-là. Les objets étaient éparpillés près du bord de la falaise, comme s'ils avaient été délibérément enlevés et abandonnés. La falaise plongeait dans un ravin rocheux de près de 60 mètres de profondeur, où un ruisseau étroit coupait à travers des rochers couverts de mousse et de glace. Harold organisa une équipe de sauvetage technique pour descendre en rappel dans le ravin. Si les Henderson étaient tombés de la falaise, leur corps serait quelque part dans ce labyrinthe rocheux en contrebas. L'équipe en rappel passa des heures à fouiller chaque crevasse et chaque cavité, mais ils ne trouvaient rien. Aucun corps. Aucune trace de sang. Aucun signe qu'une personne soit tombée ou ait été blessée à cet endroit. C'était comme si la famille Henderson avait simplement enlevé leurs affaires, les avait laissés au bord de la falaise, et avait disparu dans la nature. Harold n'avait jamais rien rencontré de tel dans toute sa carrière. Les gens ne disparaissaient pas sans laisser la moindre trace, le moindre indice de ce qui leur était arrivé. La pellicule de l'appareil photo fut développée le lundi matin dans un laboratoire photo à Marble Mount. Harold était assis dans une petite pièce du poste des Rangers, une tasse de café refroidissant dans sa main, tandis qu'il parcourait lentement la pile de photographies, une par une. Les premières images montraient exactement ce à quoi il s'attendait. Les Henderson avaient documenté leur trajet vers le parc, leur arrivée au camping, Jennifer souriante, tenant un gâteau d'anniversaire décoré de 16 bougies. Il y avait des photos du sentier lui-même, le soleil du matin filtrant à travers les douglas imposants, Patricia désignant une tache de fleurs sauvages qui avait miraculeusement survécu jusqu'à la fin de la saison.
Robert avait photographié un cerf qu'ils avaient croisé près du repère des 3 km. Jennifer avait pris plusieurs selfies avec les sommets des montagnes visibles en arrière-plan. Puis, les photographies changèrent. L'image numéro 14 montrait la famille arrêtée sur le sentier, posant ensemble, leurs bras enlacés. Derrière eux, à peine visible entre 2 grands cèdres, se trouvait la silhouette d'une personne. La figure était trop éloignée et trop obscurcie par l'ombre pour distinguer des détails, mais Harold pouvait clairement voir que quelqu'un observait la famille Henderson depuis la forêt. Il sentit son pouce accélérer en passant à la photographie suivante. L'image 15 montrait Patricia et Jennifer ensemble, toutes deux souriant à l'appareil photo tandis que Robert, supposément, prenait la photo. La figure en arrière-plan s'était rapprochée. Elle se tenait maintenant au bord du sentier, peut-être à 15 mètres derrière les 2 femmes. Toujours trop éloignée pour être vue clairement, mais clairement humaine en forme, portant ce qui semblait être des vêtements sombres. Les mains d'Harold tremblaient légèrement alors qu'il continuait à parcourir les photographies. À chaque image, la figure mystérieuse se rapprochait de la famille Henderson. Sur la photo 18, la figure n'était plus qu'à 10 mètres derrière eux, bien qu'ils semblaient toujours ignorer qu'ils étaient suivis. Harold pouvait maintenant distinguer plus de détails. La personne était grande et mince, vêtue de vêtements sombres qui semblaient inadaptés à la saison et au terrain. Il y avait quelque chose dans la posture de la figure qui dérangea Harold, quelque chose d'innaturel, comme si elle se déplaçait d'une manière que les articulations humaines n'étaient pas censées permettre. Sur la photo 20, la figure avait réduit la distance à peut-être 5 mètres. Robert avait pris une photo de Jennifer, désignant quelque chose hors du sentier, son visage illuminé d'excitation. La figure se tenait directement au centre du cadre derrière elle, plus proche que ce qui semblait possible étant donné le temps entre les prises de vue. Puis Harold arriva à la photographie numéro 23, la dernière image de la pellicule, et son sang se glaça. Cette photo montrait les 3 membres de la famille Henderson posant ensemble. Quelqu'un d'autre avait dû prendre cette photo, quelqu'un qui avait proposé de capturer un moment familial pour le 16e anniversaire de leur fille. Ils se tenaient serrés les uns contre les autres, souriant à l'appareil photo avec un paysage alpin magnifique déployé derrière eux. Et se tenant directement derrière la famille, assez près pour les toucher, se trouvait la figure qui les avait suivis à travers la forêt. Pour la première fois, Harold pouvait voir le visage clairement. Sauf qu'il n'y avait pas de visage. Là où la tête de la figure aurait dû se trouver, il n'y avait qu'une surface lisse et sans traits, comme du cuir pâle tendu sur un crâne. Les bras démesurément longs de la figure pendaient le long de son corps, ses doigts s'étendant bien au-delà de l'endroit où ses genoux auraient dû se trouver. Elle se tenait si près de la famille Henderson que son ombre aurait dû s'étendre sur eux. Pourtant, sur la photographie, il n'y avait pas d'ombre. La chose ne projetait aucune obscurité. Harold se leva de sa chaise si brusquement qu'il fit tomber sa tasse de café par terre, où elle se brisa en morceaux qui se répandirent sur le linoléum comme des dents cassées. Il marcha vers la fenêtre et fixa les montagnes, essayant de stabiliser sa respiration, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Il devait y avoir une explication rationnelle. Peut-être était-ce un jeu de lumière et d'ombre, un artefact photographique, une double exposition due à un dysfonctionnement de l'appareil. Mais Harold avait examiné des photographies de nature sauvage depuis plus de 2 décennies. Il savait à quoi ressemblaient les erreurs d'appareil. Ce qu'il venait de voir n'était pas une erreur. Quelque chose avait suivi la famille Henderson sur ce sentier. Quelque chose s'était approché suffisamment près pour se tenir directement derrière eux pendant que quelqu'un prenait leur dernière photographie. Et cette chose les avait menés jusqu'au bord de la falaise, où leurs affaires avaient été retrouvées éparpillées sur les rochers. L'enquête se poursuivit pendant 3 semaines supplémentaires. Les autorités fédérales furent appelées. Le FBI ouvrit un dossier de personnes disparues. Des équipes de recherche peignèrent des centaines de kilomètres carrés de nature sauvage, vérifiant chaque sentier, chaque grotte, chaque emplacement possible où 3 personnes auraient pu se réfugier ou avoir un accident. Ils ne trouvèrent rien. Robert, Patricia et Jennifer Henderson avaient disparu aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. L'affaire finit par être classée, rangée dans un dossier rempli d'autres mystères que les montagnes refusaient d'expliquer. La conclusion officielle était que la famille avait probablement chuté de la falaise et que leur corps avait été emporté par le ruisseau ou recouvert par un éboulement dans le ravin en contrebas. Harold savait que cette conclusion était fausse, mais il n'avait aucune preuve pour étayer une théorie alternative. Il ne pouvait pas vraiment dire à ses supérieurs qu'il croyait que la famille Henderson avait été enlevée par quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui apparaissait sur des photographies sans visage et ne projetait aucune ombre.
Harold demanda et obtint une mutation pour le parc national olympique le printemps suivant. Il ne pouvait pas continuer à travailler dans les North Cascades, pas après ce qu'il avait vu sur ses photographies. Pendant des années, il se réveillait la nuit en rêvant de cette figure sans visage debout dans la forêt, ses doigts impossiblement longs s'étendant vers lui à travers les ténèbres. Il garda des copies des photographies dans un coffre-fort bancaire, incapable de les détruire, mais tout aussi incapable de les regarder à nouveau. Les tirages originaux et les négatifs étaient scellés dans un casier à preuve quelque part à Seattle, oublié de tous, sauf d'Harold lui-même. Le dernier jour où il travailla au poste des Rangers des North Cascades, Harold conduisit une dernière fois jusqu'à Cascade Pass. C'était tôt le matin, et le soleil d'été commençait tout juste à illuminer les hauts sommets. Il se tenait à l'entrée du sentier où la famille Henderson avait commencé sa randonnée 7 mois plus tôt. En regardant le sentier qui serpentait à travers la forêt vers les prairies alpines au-dessus, Harold pensait à l'enthousiasme de Robert Henderson ce matin d'octobre, au gâteau d'anniversaire avec 16 bougies, au collier en argent de Jennifer gisant sur les rochers au bord de la falaise. Il pensait à la dernière image de l'appareil photo et à la chose qui les avait suivis à travers les arbres, alors qu'Harold se retournait pour marcher vers son camion. Un mouvement à la lisière de la forêt attira son regard. Pendant un instant, à peine le temps d'un battement de cœur, il vit une figure grande et mince se tenant entre deux cèdres, exactement là où elle se trouvait sur la photographie numéro 14. La figure l'observait avec un visage sans traits, sans yeux, sans bouche. Rien qu'une peau lisse et pâle tendue sur un crâne. Puis Harold cligna des yeux, et la figure avait disparu, ne laissant derrière elle que des ombres et le murmure du vent dans les branches. Harold monta dans son camion et quitta les North Cascades pour la dernière fois. Il ne revint jamais dans cet endroit, et il ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu sur ses photographies ou de ce qu'il avait témoigné à l'entrée du sentier ce dernier matin. La famille Henderson reste portée disparue à ce jour. 3 noms sur une longue liste de personnes qui sont entrées dans la nature sauvage et n'en sont jamais revenues. Les équipes de recherche et de sauvetage opèrent toujours dans les North Cascades, patrouillent toujours sur les sentiers, répondent toujours quand des randonneurs ne reviennent pas des montagnes. Mais Harold le sait, même si personne d'autre ne le sait, que certaines disparitions ne peuvent pas être expliquées par le mauvais temps, une mauvaise planification ou une simple malchance. Parfois, les gens disparaissent parce que quelque chose, dans ces forêts anciennes, décide de les prendre. Parfois, les montagnes réclament ce qu'elles veulent, et aucune quantité de recherche ne ramènera jamais ces gens à la maison. Les photographies restent enfermées dans le coffre-fort d'Harold, rarement vues et jamais montrées. Les nuits calmes, quand le sommeil ne vient pas, Harold pense parfois à cette dernière image de la famille Henderson souriante, avec la figure sans visage debout derrière eux. Il se demande s'ils ont jamais vu ceux qui les suivaient. Il se demande s'ils ont eu le moindre avertissement avant que la fin n'arrive. Mais surtout, il se demande combien d'autres familles ont posé pour des photographies similaires, dans des endroits similaires, totalement inconscientes de ce qui se tient derrière elles dans les ombres, attendant le bon moment pour tendre ses doigts impossiblement longs et les entraîner dans une obscurité dont il n'y a aucun retour. Mabel Crawford avait travaillé comme gardienne de nuit au Paradise Inn, sur le mont Rainier, pendant 15 ans avant de rencontrer pour la première fois ce que les tribus indigènes locales appelaient le gardien. Elle avait 63 ans, une veuve dont les enfants adultes avaient depuis longtemps quitté les communautés montagneuses isolées de l'État de Washington pour des villes où les opportunités semblaient plus abondantes. Mabel avait accepté le poste de gardienne par préférence, et non par nécessité. Elle appréciait la solitude des nuits d'hiver, quand le Grand Lodge se dressait vide et silencieux, et où les seuls sons étaient le craquement des vieilles poutres et le vent balayant les champs de neige à l'extérieur. Elle n'avait jamais eu peur de la solitude. Cela allait changer. Le Paradise Inn était une structure magnifique, construite en 1916, édifiée à partir de grosses bûches de cèdre et de pierre locales, conçue pour accueillir les touristes fortunés venus admirer la majesté du mont Rainier pendant les mois d'été. Le bâtiment se trouvait à 1650 mètres d'altitude, entouré de prairies alpines qui explosaient de fleurs sauvages en juillet et août, mais qui étaient ensevelies sous 9 mètres de neige pendant les longs hivers. L'hôtel fermait ses portes aux clients chaque année en octobre et ne rouvrait qu'à la fin mai, laissant une période de 7 mois où le bâtiment nécessitait un entretien minimal et une surveillance. C'est là que Mabel intervenait. Elle vivait dans un petit appartement dans l'aile de service, faisant ses rondes à travers les couloirs vides 3 fois par nuit, vérifiant les tuyaux éclatés, surveillant le système de chauffage, s'assurant que la structure résistait aux hivers rigoureux de la montagne sans subir de dommages coûteux à réparer au printemps. Mabel s'était habituée aux grincements et gémissements que font les vieux bâtiments, surtout en hiver, quand les températures plongeaient bien en dessous de zéro et que la glace formait des couches épaisses sur les fenêtres.
Elle savait quelle planche craquait, quelle porte s'ouvrait si elle n'était pas correctement verrouillée, quelle section du bâtiment était plus froide que d'autres en raison des caprices du système de chauffage. Elle pouvait naviguer dans tout l'hôtel dans le noir si nécessaire, bien qu'elle emportait toujours une lampe torche lourde pendant ses rondes, son faisceau découpant les ombres alors qu'elle se déplaçait de pièce en pièce, d'étage en étage, cochant les éléments de sa liste d'inspection nocturne. Le travail n'était pas difficile, simplement monotone, et Mabel y trouvait un certain confort dans la routine prévisible. C'est lors de la 3e semaine de février 1994 que la routine vola en éclats. Une tempête hivernale massive s'était abattue depuis l'océan Pacifique, apportant avec elle des vents hurlants à travers la montagne, comme les voix de esprits en colère. La neige tombait si drue que Mabel ne pouvait pas voir à plus de quelques mètres au-delà des fenêtres. La température chuta à -12 degrés, et toute la structure gémissait sous l'assaut du vent, qui semblait déterminé à arracher le bâtiment de ses fondations. Mabel avait survécu à de nombreuses tempêtes pendant ses années au Paradisine. Mais celle-ci était différente. Il y avait dans le vent une qualité qui lui rappelait des cris, et les ténèbres au-delà des fenêtres semblaient pressées contre les vitres, comme si c'était une chose vivante essayant de forcer son entrée. Mabel commença ses rondes de minuit comme d'habitude, partant de son appartement et se frayant un chemin à travers les zones de service avant de pénétrer dans le lodge principal. Le grand hall était un espace caverneux, haut de 3 étages, avec des poutres massives en bois soutenant le plafond et une cheminée en pierre assez grande pour qu'on puisse y entrer. Pendant les mois d'été, cet espace serait rempli de clients, de rires, de conversations et de la lueur chaude du feu. Maintenant, il se dressait vide et froid, le faisceau de sa lampe torche paraissant petit et inadéquat alors qu'il balayait l'étendue des ombres. Mabel vérifia les portes principales, confirma qu'elles étaient solidement verrouillées, puis se dirigea vers l'escalier menant au couloir des chambres à l'étage supérieur. C'est alors qu'elle entendit les pas. Il venait directement au-dessus de sa tête, un pas lent et mesuré, se déplaçant à travers le plafond du hall. Mabel s'arrêta de marcher et inclina la tête vers le haut, écoutant attentivement. Les pas continuèrent, se déplaçant du côté et du bâtiment vers l'ouest, suivant le trajet du couloir du 2e étage. Mabel sentit son cœur s'emballer. Il ne devait y avoir personne d'autre dans le bâtiment. La route vers le paradis était fermée, l'avait été depuis des mois, ensevelie sous la neige qui ne serait déblayée qu'en avril au plus tôt. La seule façon d'atteindre l'hôtel en hiver était à raquette ou en ski de fond, un voyage de plusieurs kilomètres à travers un terrain traîtreux. Personne ne ferait ce voyage en pleine tempête hivernale. Personne ne pouvait le faire. Mabel monta l'escalier vers le 2e étage. Sa lampe torche restait stable malgré les tremblements de ses mains. Elle émergea dans le couloir et balaya le faisceau le long de la longueur du couloir, vide. Les portes des chambres étaient toutes fermées, comme elles auraient dû l'être. Les pas avaient cessé. Mabel resta parfaitement immobile, écoutant, mais n'entendit que le vent battant contre le bâtiment et le battement rapide de son propre cœur. Elle marcha lentement le long du couloir, vérifiant chaque porte pour s'assurer qu'elle restait verrouillée. Tout était sécurisé. Rien n'était hors de place. Pourtant, Mabel ne pouvait se défaire de la certitude qu'elle avait entendu quelqu'un marcher au-dessus de sa tête, quelqu'un dont les pas avaient un poids et une solidité qui ne pouvaient s'expliquer par le tassement du bois ou la dilatation des tuyaux métalliques. Elle termina ses rondes et revint à son appartement, se disant que la tempête jouait des tours à sa perception, que l'isolement et l'obscurité pouvaient faire imaginer à n'importe qui des choses qui n'existaient pas. Elle se prépara une tasse de thé et s'assit à sa petite table de cuisine, attendant que ses nerfs se calment. Le vent continuait son assaut contre le bâtiment. Et quelque part dans les ténèbres à l'extérieur, quelque chose s'écrasa avec assez de force pour faire sursauter Mabel, renversant son thé chaud sur sa main. Elle nettoya le désordre et décida de se coucher tôt, tirant des couvertures épaisses sur elle et essayant d'ignorer les sons de la tempête. Le sommeil ne vint pas facilement. Mabel resta éveillée, écoutant le bâtiment autour d'elle. Et c'est alors qu'elle entendit à nouveau les pas. Ils étaient dans le couloir, juste devant sa porte, allant et venant avec ce même rythme lent et mesuré. Mabel se redressa dans son lit, sa respiration devenant saccadée. Elle pouvait voir la fine ligne de lumière sous sa porte. Et alors qu'elle regardait, une ombre passa devant cette ligne, bloquant la faible lumière provenant de la sortie de secours au bout du couloir. Quelqu'un se tenait juste dehors de sa porte. Quelqu'un faisait les 100 pas à quelques mètres de l'endroit où elle était allongée dans son lit. Mabel se força à se lever, à traverser la petite pièce, à poser sa main sur la poignée de la porte. Elle prit une grande inspiration et ouvrit la porte brusquement, sa lampe torche brandie comme une arme. Le couloir était vide, complètement vide. Mais là, sur le sol,
directement devant sa porte, se trouvaient des empreintes de pas. Elles étaient mouillées, comme si quelqu'un avait marché dans la neige profonde avant d'entrer sans se donner la peine d'enlever ses bottes. Les empreintes étaient impossiblement grandes, chacune mesurant près de 45 cm de long et 20 de large, avec 5 marques de doigts de pied distinctes, plus écartées que ne le seraient des orteils humains. Les traces menaient le long du couloir vers le bâtiment principal, laissant une traînée humide sur la moquette usée. Mabel suivit les empreintes avec le faisceau de sa lampe torche. Elle continuait jusqu'au bout du couloir de service, tournait à droite dans le hall principal et se dirigeait vers le grand hall. En suivant les traces, Mabel remarqua qu'elle ne laissait ni neige ni boue dans le bâtiment. L'humidité sur la moquette était claire, comme de l'eau, mais elle dégageait une odeur écrasante de pain et de pourriture, de forêt ancienne et de choses qui avaient mouru et pourri sous des arbres debout depuis 1000 ans. L'odeur était si forte que Mabel dut se couvrir le nez et la bouche avec sa manche, luttant contre l'envie de vomir. Les empreintes s'arrêtaient net contre le mur opposé au grand escalier. Elles s'interrompaient brusquement, comme si la personne ou la chose qui marchait avait traversé directement le mur en bois massif et disparu. Mabel resta là, fixant le mur, sa lampe torche éclairant le bois ancien, et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Elle ressentit une peur authentique, le genre qui rend la pensée rationnelle difficile et glace les entrailles. Elle recula, toura les talons et se hâta de retourner à son appartement, verrouillant la porte derrière elle et poussant son armoire devant pour faire bonne mesure. Elle resta assise sur son lit pour le reste de la nuit, habillée, la lampe torche sur les genoux, attendant que l'aube arrive. La tempête se calma enfin le 3e jour, et Mabel utilisa le téléphone satellite du bureau pour appeler le siège du service des parcs à Longmire. Elle rapporta ce qu'elle avait vécu, essayant de garder sa voix stable, essayant de ne pas avoir l'air d'une vieille femme effrayée qui avait laissé son imagination s'emballer pendant une tempête hivernale. Le ranger qui prit son appel fut poli mais sceptique. Il lui assura qu'il enverrait quelqu'un pour vérifier son état dès que les routes pourraient être déblayées, ce qui pourrait prendre plusieurs jours selon les conditions. Mabel le remercia et raccrocha, sachant que personne ne croirait ce qu'elle avait témoigné. Cette nuit-là, les pas revinrent. Mabel les entendit se déplacer dans les étages supérieurs, arpentant les couloirs, gravissant les escaliers jusqu'au 3e étage, où se trouvaient les suites les plus chères. Elle entendit des portes s'ouvrir et se fermer, entendit le grincement des meubles déplacés sur les planchers en bois. Elle se força à enquêter, poussée par un entêtement refusant d'être terrorisée dans un bâtiment où elle avait travaillé en sécurité pendant 15 ans. Elle monta au 3e étage et trouva le chaos qui l'y attendait. Chaque porte le long du couloir du 3e étage était grande ouverte. Les meubles avaient été sortis des chambres dans le couloir. Chaises, tables et cadres de lit étaient disposés selon un motif que Mabel ne pouvait comprendre. L'agencement formait un cercle grossier, tous les meubles tournaient vers l'intérieur, vers un espace au centre du couloir. Dans cet espace central, tracé sur le sol dans ce qui semblait être de l'eau ou de la neige fondue, se trouvait un symbole que Mabel ne reconnut pas. Il avait l'air ancien, comme quelque chose qui aurait pu être gravé dans la pierre par des gens ayant vécu dans ces montagnes longtemps avant l'arrivée des colons européens avec leurs cartes, leurs noms et leurs bâtiments. Mabel se tenait en haut de l'escalier, fixant la scène impossible devant elle. Et c'est alors qu'elle le sentit. Il y avait une présence dans le couloir avec elle, quelque chose de massif, d'ancien et totalement inhumain. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle pouvait sentir son attention fixée sur elle avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. La température dans le couloir chuta si brutalement que son souffle se transforma en nuage de vapeur. Les lumières vacillèrent, puis des mots apparurent, écrits sur les murs en lettres qui coulaient comme de l'eau, « Quitte cet endroit ». Mabel ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans son appartement, toutes les lumières allumées, attendant le matin, se demandant comment elle pourrait expliquer ce qui se passait à quiconque ne l'aurait pas vu de ses propres yeux. Quand l'aube finit par arriver, elle fit ses valises avec ses affaires essentielles et se prépara à abandonner son poste, à quitter son travail et l'isolement, et la chose qui avait clairement exprimé son mécontentement face à sa présence. Mais avant de partir, Mabel décida qu'elle devait comprendre ce à quoi elle avait affaire. Elle devait savoir pourquoi cela se produisait. Elle descendit la montagne dès que la route fut praticable, se rendant au siège du parc, où elle demanda l'accès aux archives historiques. L'employé fut surpris de la voir, mais accéda à sa demande, la conduisant dans une salle de stockage remplie de boîtes de vieux documents, de photographies et de registres datant des premiers jours du parc. Mabel passa des heures à fouiller dans des papiers jaunis et des photographies délavées, jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Le paradis avait été construit sur une terre que les tribus indigènes locales considéraient comme sacrée. Les prairies autour du bâtiment n'étaient pas de simples paysages alpins.
Elles étaient des terres cérémonielles, des lieux où des rituels importants avaient été pratiqués pendant des générations, avant l'arrivée des colons blancs. Les tribus avaient protesté contre la construction de l'autel et avaient averti que construire sur un sol sacré mettrait en colère les esprits qui protégeaient la montagne. Leurs avertissements avaient été ignorés. L'autel avait été construit quand même, et les tribus avaient été poussées plus loin de leurs terres ancestrales. Mais selon les documents que Mabel avait trouvés, plusieurs ouvriers avaient signalé des phénomènes étranges pendant la construction. Des outils disparaissaient. Des matériaux s'égaraient. Des hommes affirmaient avoir vu une grande silhouette les observer depuis la lisière de la forêt. Une figure qui laissait des traces dans la neige trop grande pour être humaine. Mabel trouva des références aux gardiens, un esprit que les tribus croyaient protéger le mont Rainier de ceux qui manqueraient de respect envers la montagne ou profaneraient les lieux sacrés. Le gardien était décrit comme ancien au-delà de toute mesure, ni tout à fait du monde physique, ni entièrement esprit, quelque chose qui existait dans les espaces intermédiaires. Le gardien ne faisait pas de mal à ceux qui traitaient la montagne avec respect, mais il chassait ceux qui n'y avaient pas leur place, ceux qui prenaient sans donner, ceux qui construisaient sans demander la permission. Mabel revint au paradis avec des offrandes. Elle apporta des branches de cèdre et du tabac, des objets que les peuples indigènes utilisaient traditionnellement dans leurs cérémonies. Elle disposa les offrandes dans le grand hall et parla à voix haute dans le vide, s'excusant pour l'intrusion, reconnaissant qu'elle et tous les autres qui travaillaient à l'autel étaient des invités sur une terre qui ne leur appartenait pas. Elle promit de traiter le bâtiment et la montagne avec plus de respect, de se souvenir qu'elle vivait dans un endroit qui avait été sacré bien avant d'être transformé en destination touristique. Les pas cessèrent après cette nuit-là. Les meubles ne furent plus déplacés. Les portes restèrent fermées et verrouillées comme elles auraient dû l'être. Mabel termina son contrat cet hiver-là et revint pendant de nombreux hivers après cela. Elle n'entendit plus jamais les pas dans les couloirs au-dessus de sa tête. Elle ne vit plus jamais les traces impossiblement grandes dans la neige mouillée. Mais certaines nuits, quand le vent soufflait froid à travers la montagne, Mabel apercevait parfois un mouvement dans les ombres à la lisière de la forêt. Une grande silhouette se tenant parmi les arbres, observant l'autel avec une attention qui semblait à la fois protectrice et avertissante. Le gardien était toujours là, veillant toujours sur la terre sacrée, faisant toujours sentir sa présence à ceux qui avaient la sagesse de prêter attention. Doris Elcar emménagea dans la petite ville isolée de Cedar Creek au printemps 1991, attirée par la promesse d'un logement abordable et du genre de vie tranquille en montagne qui était devenu impossible à trouver dans les villes en pleine expansion de l'ouest de l'État de Washington. Elle avait 57 ans, venait de prendre sa retraite après une carrière dans l'enseignement primaire, et était impatiente de passer ses années restantes dans un endroit où le rythme de la vie était plus lent, et où les voisins se connaissaient encore par leur nom. Cedar Creek semblait parfait pour ses besoins. La ville comptait moins de 200 habitants permanents, la plupart d'entre eux liés, d'une manière ou d'une autre, à l'industrie du bois qui avait soutenu la communauté depuis près d'un siècle. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues. La rue principale comportait un magasin général et un petit dîner, et la forêt environnante pressait de tous côtés, créant un sentiment d'isolement paisible que Doris trouvait profondément attrayant. Les habitants de Cedar Creek furent assez accueillants quand Doris arriva pour la première fois. Ses voisins l'aidèrent à déménager ses meubles dans la petite maison de 2 chambres qu'elle avait achetée au bout de Maple Street. La femme qui tenait le magasin général apprit ses préférences et s'assura de stocker les marques de thé et de café que Doris préférait. Les hommes qui se rassemblaient au dîner chaque matin pour le petit déjeuner lui firent un signe de tête poli quand elle venait pour son repas occasionnel. Pourtant, malgré cette amabilité de surface, Doris sentait quelque chose de réservé dans la manière dont les habitants de la ville interagissaient avec elle. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Les gens échangeaient des regards significatifs qu'elle ne pouvait interpréter. Il y avait un sentiment de secret gardé, d'informations retenues, d'une communauté qui s'était refermée autour de quelque chose qu'il ne voulait pas que les étrangers sachent. Doris attribua cette méfiance à la suspicion naturelle que les petites villes éprouvaient souvent envers les nouveaux venus. Elle supposa qu'avec le temps et la patience, elle serait plus pleinement acceptée dans le tissu social de la communauté. Elle fit du bénévolat à la petite bibliothèque locale, aida à organiser une journée de nettoyage dans le seul parc de la ville, et fit des efforts sincères pour établir des relations avec ses voisins. Les habitants de la ville restèrent polis mais distants. Amicaux en surface, mais attentifs à ne jamais la laisser trop s'approcher. Doris trouva cela frustrant, mais pas totalement inattendu. Elle se disait que gagner une véritable acceptation dans un endroit comme Cedar Creek prendrait des années, et non des mois. Puis l'automne arriva, et avec lui, des allusions au festival de la moisson.
Doris entendit parler du festival pour la première fois à la fin septembre, quand elle s'arrêta au magasin général pour acheter des fournitures. La propriétaire, une femme nommée Margaret Simmons, qui avait vécu toute sa vie à Cedar Creek, discutait des préparatifs avec plusieurs autres résidents de longue date. Ils parlaient de la préparation des repas, de la coordination des horaires, de s'assurer que tout serait prêt quand le moment viendrait. Quand Doris demanda des informations sur le festival et si elle pourrait y assister ou aider aux préparatifs, la conversation s'arrêta net. Margaret eut l'air mal à l'aise, échangeant des regards avec les autres clients avant d'expliquer, en choisissant soigneusement ses mots, que le festival de la moisson était un événement communautaire privé, réservé aux familles ayant vécu à Cedar Creek depuis plusieurs générations. Les nouveaux venus, dit-elle avec un sourire apologétique, n'étaient pas invités à participer avant d'avoir résidé dans la ville pendant cette saison complète. C'était la tradition, expliqua Margaret, rien de personnel. Doris fut surprise par cette explication, mais essaya de ne pas en prendre ombrage. Elle comprenait que les communautés rurales maintenaient souvent des traditions qui semblaient étranges aux étrangers. Cette saison lui paraissait une période d'attente arbitraire et excessive, mais elle supposa que chaque ville avait ses particularités. Elle remercia Margaret pour ses explications et quitta le magasin, mettant de côté la question comme un autre exemple de fermeture d'esprit des petites villes. Mais alors qu'octobre avançait, Doris remarqua que l'atmosphère à Cedar Creek commença à changer. Les habitants de la ville devenaient de plus en plus distraits et excités, parlant à voix basse du festival à venir. Les enfants étaient gardés près de chez eux après l'école. Les équipes de bûcherons commençaient à faire des journées plus courtes, revenant de la forêt plus tôt chaque jour. Il y avait un sentiment d'anticipation qui grandissait, une impression que quelque chose d'important approchait, qui n'avait rien à voir avec Halloween ou une quelconque fête. Le festival de la moisson était prévu pour la nuit de la nouvelle lune, à la fin octobre, une date qui semblait délibérément choisie pour coïncider avec la nuit la plus sombre du mois. Le jour du festival, toute la ville ferma. Le magasin général ferma tôt. Le dîner servit son dernier repas à midi et verrouilla ses portes. Doris observa depuis son porche alors que ses voisins se préparaient à quitter leur maison, vêtus de vêtements sombres simples et portant des paquets enveloppés dans du tissu. Ils marchaient en petits groupes familiaux vers la lisière de la ville, où un sentier menait profondément dans la forêt environnante. Personne ne parlait. Personne ne fit de contact visuel avec Doris en passant. À la tombée de la nuit, Cedar Creek était complètement vide, à l'exception de Doris elle-même, assise seule dans sa maison, se demandant quel genre de festival nécessitait que toute la population disparaisse dans les bois au milieu de la nuit. La curiosité l'emporta sur la prudence. Doris n'avait jamais été à l'aise avec l'exclusion, et le secret entourant le festival de la moisson était passé de légèrement agaçant à véritablement troublant. Elle se dit qu'elle voulait simplement comprendre la communauté qu'elle avait choisi de rejoindre, qu'observer le festival à distance l'aiderait à apprécier les traditions qui étaient clairement si importantes pour les habitants de Cedar Creek. Elle enfila des vêtements sombres, attrapa une lampe torche qu'elle garda éteinte, et partit le long du sentier qui menait dans la forêt. La nuit était sans lune et profondément sombre. Les grands arbres bloquaient la faible lumière des étoiles qui traversaient la couverture nuageuse, et Doris dut avancer prudemment pour éviter de trébucher sur les racines et les rochers qu'elle distinguait à peine dans l'obscurité. Elle marchait depuis peut-être 20 minutes quand elle commença à voir une lueur à travers les arbres devant elle. Une lumière de feu vacillante et dansante, illuminant les troncs des cèdres anciens et projetant des ombres qui semblaient bouger comme des choses vivantes sur le sol de la forêt. Doris pouvait maintenant entendre des voix, nombreuses, chantant à l'unisson. Les mots n'étaient dans aucune langue qu'elle reconnaissait. Ils avaient une qualité rythmique, montant et descendant selon des schémas qui semblaient conçus pour épouser le craquement et le rugissement de ce qui devait être un très grand feu. Doris quitta le sentier et se faufila à travers les fourrés aussi silencieusement que possible, s'approchant de la source de lumière selon un angle qui lui permettrait d'observer sans être vue. Ce que Doris vit quand elle atteignit la lisière d'une grande clairière lui coupa le souffle et la remplit d'un sentiment immédiat et écrasant de malaise. Toute la population de Cedar Creek s'était rassemblée dans un amphithéâtre naturel formé par des cèdres massifs, certains devant avoir des centaines d'années. Au centre de la clairière brûlait un feu de joie d'une taille extraordinaire, les flammes s'élevant à 9 mètres dans les airs et dégageant des vagues de chaleur que Doris pouvait sentir même depuis sa position cachée à la lisière de la limite des arbres. Les habitants de la ville s'étaient disposés en cercle concentrique autour du feu, tous tournés vers l'intérieur, tous chantant dans cette langue étrange qui résonnait dans la poitrine de Doris et lui faisait mal aux dents. Au cœur même du rassemblement, le plus près du feu, se trouvaient ce qui semblait être 5 grandes silhouettes humaines. Elles étaient construites à partir de fagots de branches et de broussailles,
liés ensemble avec de la corde et positionnés debout sur des cadres en bois qui les maintenaient debout malgré leur construction maladroite. Chaque figure mesurait environ 2,5 mètres de haut, façonnée pour suggérer une forme humaine avec des bras étendus et une tête arrondie. Elles étaient clairement des effigies, des représentations de formes humaines destinées à être brûlées dans le feu dans le cadre d'un rituel que Doris ne comprenait pas. Elle avait lu sur des pratiques similaires dans diverses cultures. Des brûlures symboliques censées représenter la fin de la saison des récoltes ou la protection contre l'obscurité de l'hiver. La vue était dérangeante, mais pas immédiatement alarmante. Puis le chant changea. Le rythme s'accéléra, devenant plus urgent, plus frénétique. Les habitants de la ville commencèrent à bouger, se balançant sur place, certains dansant avec des mouvements saccadés qui ressemblaient plus à des cris qu'à une chorégraphie coordonnée. Margaret Simons, la gentille tenancière du magasin qui avait toujours été si agréable avec Doris, avança de la foule. Elle portait quelque chose dans ses bras, enveloppé dans un tissu blanc. D'autres personnes avancèrent également, chacune portant des paquets similaires. Ils s'approchèrent des 5 effigies et commencèrent à dénouer le tissu, révélant ce qui se trouvait dessous. Doris sentit son estomac se retourner et dut se couvrir la bouche pour étouffer un cri. Les paquets contenaient des os humains, des crânes, des cages thoraciques, des os longs de bras et de jambes, jaunis par l'âge, mais indéniablement humains. Les habitants de la ville plaçaient soigneusement ces os à l'intérieur des effigies, les tissant dans la structure de branches et de broussailles, transformant ce que Doris avait cru être de simples figures symboliques en quelque chose de beaucoup plus troublant. Ce n'étaient pas des représentations d'humains. C'étaient des structures construites autour de restes humains réels. Les effigies n'étaient pas purement symboliques. Elles étaient des monuments à la mort. Des reliquaires construits à partir des corps de personnes mortes de manière que Doris ne pouvait même pas commencer à imaginer. Margaret Simons commença à parler, sa voix portant clairement à travers la clairière. Elle ne parlait plus dans la langue étrange, mais en anglais parfaitement ordinaire, avec le même ton amical qu'elle utilisait pour aider les clients au magasin général. Elle parla de prospérité et de protection, du pacte qui avait été conclu des générations plus tôt, quand l'industrie du bois était arrivée pour la première fois dans cette vallée. Elle parla des esprits de la forêt qui régnaient sur ces bois depuis la nuit des temps, des pouvoirs anciens qui exigeaient un tribut en échange de la permission donnée aux humains de prendre les arbres, leurs enfants. Elle parla des 5 fondateurs de Cedar Creek, les premiers bûcherons qui avaient découvert le rituel et l'avaient exécuté, les premiers, qui s'étaient donnés volontairement à la forêt pour que leurs descendants puissent prospérer et que l'exploitation forestière puisse continuer sans désastre ni ruine. Le chant reprit, plus fort maintenant, s'amplifiant vers une sorte de crescendo que Doris ne voulait désespérément pas voir. Les habitants de la ville commencèrent à alimenter le feu avec les effigies, une par une, soulevant les structures lourdes et les portant vers l'avant jusqu'à ce qu'ils puissent les basculer dans les flammes. La première effigie heurta le feu dans une explosion d'étincelles et un son semblable à des cris. Bien que Doris ne pût certifier si le son venait du bois brûlant ou de quelque chose d'autre, l'odeur qui s'éleva du feu était nauséabonde. Un mélange de pain brûlant et de quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus troublant. C'était l'odeur d'os brûlants, de chair qui avait séché et momifié depuis longtemps, mais qui contenait encore assez de matière organique pour produire cette puanteur distinctive de crémation. Doris savait qu'elle devait partir. S'éloigner de cet endroit avant d'être découverte. Si les habitants de la ville la trouvaient là, témoins de leur rituel secret, de leur tradition jalousement gardée, elle ne pensait pas qu'ils se contenteraient de la raccompagner chez elle avec un avertissement poli de s'occuper de ses affaires. Elle commença à reculer loin de la clairière, se déplaçant aussi silencieusement que possible à travers les forêts. Elle avait parcouru peut-être 15 mètres quand son pied atterrit sur une branche sèche qui cassa avec un craquement comme un coup de feu. Le chant s'arrêta instantanément. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel son. Doris se figea, n'osant même pas respirer, sachant que des centaines de paires d'yeux scrutaient maintenant les ténèbres à la lisière de la clairière. Une voix s'éleva. C'était à nouveau Margaret Simons, mais son ton était plus amical. Elle appela les gens à fouiller le périmètre, à trouver celui ou celle qui se cachait dans les arbres. Doris entendit des mouvements, entendit des gens se frayer un chemin à travers les fourrés de chaque côté de sa position. Elle abandonna toute tentative de discrétion et courut, s'enfonçant dans la forêt en panique aveugle, sa seule pensée étant d'atteindre le sentier et de revenir en ville avant qu'ils ne l'attrapent. Elle pouvait les entendre derrière elle, s'appelant les uns les autres, coordonnant leurs recherches. Ils connaissaient ces bois bien mieux qu'elle. Ils pouvaient naviguer dans l'obscurité qui la laissait trébuchante et désorientée. Doris ne savait pas comment elle retrouva le sentier. Peut-être était-ce l'instinct qui la guidait.
Ou peut-être la chance lui permit-elle de tomber sur le chemin juste au moment où ses poursuivants se rapprochaient. Elle courut plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis des décennies. Ses poumons brûlaient, son cœur battait dans sa poitrine. Elle pouvait toujours les entendre derrière elle, mais ne pouvait dire à quelle distance ils se trouvaient, ni combien ils étaient. Quand elle émergea enfin de la limite des arbres et dans les rues vides de Cedar Creek, elle ne s'arrêta pas. Elle courut droit vers sa maison, claqua la porte derrière elle et verrouilla chaque fenêtre et porte. Elle ferma ses rideaux et s'assit dans le noir, écoutant, attendant d'entendre des pas sur son porche ou des poings frappant à sa porte. Les pas ne vinrent jamais. Personne ne frappa. Alors que l'aube se levait sur Cedar Creek, Doris observa à travers une fente dans ses rideaux alors que ses voisins revenaient de la forêt, marchant en petits groupes, se parlant doucement, ayant l'air de gens ordinaires revenant d'un événement communautaire ordinaire. Ils se dispersèrent vers leur maison et disparurent à l'intérieur. En milieu de matinée, la ville semblait totalement normale. Le magasin général ouvrit. Le dîner commença à servir le petit déjeuner. C'était comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Doris fit ses valises ce jour-là. Elle chargea tout ce qu'elle pouvait dans sa voiture et quitta Cedar Creek sans se retourner, abandonnant la maison qu'elle avait achetée et la vie tranquille qu'elle avait espéré construire. Elle ne signala jamais ce qu'elle avait vu. Qui l'aurait cru? Quelle preuve avait-elle, au-delà de son propre témoignage? Elle n'avait aucune photo, aucune preuve, rien d'autre que des souvenirs de feu, d'os et des visages de gens ordinaires engagés dans quelque chose qui n'aurait pas dû exister dans le monde moderne. Des années plus tard, Doris voyait parfois des articles sur Cedar Creek, sur les opérations forestières qui continuaient à prospérer là-bas alors que d'autres villes de bûcherons luttaient et fermaient. Elle voyait des photos de la ville et reconnaissait des visages, des gens qui avaient été dans cette clairière, des gens qui avaient nourri un feu avec des restes humains tout en chantant pour les esprits de la forêt. Ils avaient l'air si normaux sur les photos, si ordinaires et inoffensifs. Mais Doris savait mieux. Elle savait de quoi ils étaient capables, ce qu'ils avaient fait pour assurer leur prospérité. Elle savait pour le pacte que leurs ancêtres avaient conclu, et le prix terrible qui avait été payé pour maintenir ce pacte en vie. Eugène Peton avait travaillé comme gardien de phare à Cap Perpetua pendant 37 ans avant sa disparition mystérieuse en mars 1989. C'était un homme de routine et d'habitude, des qualités qui lui servaient bien dans une profession exigeant une fiabilité absolue et une attention méticuleuse aux détails. Le phare de Cap Perpetua se dressait sur un promontoire rocheux s'avançant dans l'océan Pacifique, une structure blanche imposante qui guidait les navires en sécurité au-delà des rochers traîtres de la côte depuis 1874. Eugène avait hérité de ce poste de son père, qu'il avait lui-même reçu de son propre père. 3 générations de Peton avaient maintenu la lumière allumée, avaient entretenu la station, avaient veillé sur les eaux dangereuses où la côte de l'Oregon rencontrait la fureur du Pacifique. Eugène vivait seul dans le cottage du gardien, adjacent à la tour du phare. Sa femme était décédée en 1982, et ses enfants avaient depuis longtemps déménagé vers des villes de l'intérieur où les opportunités d'emploi étaient plus nombreuses. Il n'avait pas d'objection à la solitude. En fait, il la préférait. L'isolement de la station du phare convenait parfaitement à son tempérament. Il tenait des registres méticuleux des conditions météo, du trafic maritime et des activités de maintenance. Ses carnets de bord étaient des modèles de précision et de clarté, documentant chaque détail de sa routine quotidienne avec une rigueur presque obsessionnelle sur laquelle ses supérieurs de la garde côtière s'étaient appuyés. Au début mars 1989, les entrées dans le carnet de bord d'Eugène commencèrent à changer. La première notation inhabituelle apparut le 3 mars. Eugène écrivit qu'il avait observé un navire à voile s'approchant du phare vers 2 heures du matin. Le bateau était un 3-mâts goélette naviguant avec toutes ses voiles déployées malgré les conditions calmes et l'absence de vent. Eugène avait tenté d'établir un contact radio avec le navire, mais n'avait reçu aucune réponse. Il nota que les feux de navigation du bateau semblaient anormalement faibles et que sa route semblait erratique, comme si le capitaine était incertain du cap à suivre. Le navire avait finalement tourné loin de la côte et disparu dans l'obscurité. Eugène conclut son entrée en notant qu'aucun navire correspondant à cette description n'était répertorié dans les horaires de navigation qu'il maintenait, et que les conditions météo à ce moment-là rendaient la navigation sous pleine voilure à la fois inhabituelle et inutile. La deuxième entrée arriva le 5 mars. Eugène rapporta avoir revu la même goélette, cette fois s'approchant encore plus près du rivage. Il décrivit le navire avec plus de détails, notant que ses voiles semblaient faites de toiles très usées et tachées. La coque du navire montrait des signes de dommages étendus, avec des écarts visibles dans le bordage près de la ligne de flottaison.
Eugène écrivit qu'il avait à nouveau tenté un contact radio, sans succès. Cependant, cette fois, il rapporta avoir entendu des voix s'élever du navire. Les voix parlaient, mais Eugène ne put identifier la langue. Il écrivit que cela sonnait plus ancien que des mots, une phrase que son superviseur trouverait plus tard particulièrement troublante. Le navire avait à nouveau tourné avant d'atteindre les rochers, naviguant retour en mer, malgré le fait qu'Eugène ne pouvait observer aucun vent assez fort pour gonfler ses voiles. Au cours de la semaine suivante, les entrées d'Eugène devinrent de plus en plus détaillées et de plus en plus troublantes. La goélette apparaissait chaque nuit, toujours entre minuit et l'aube, s'approchant toujours du phare avant de faire demi-tour au dernier moment. Eugène commença à reconnaître des membres individuels de l'équipage sur le pont du navire. Il les décrivit comme portant des vêtements qui semblaient dépasser de plusieurs décennies, des manteaux en laine épaisse et des casquettes qui lui rappelaient des photographies qu'il avait vues de la fin du XIXe siècle. Les membres de l'équipage lui criaient, leur voix portant clairement à travers l'eau malgré la distance et le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers. Eugène ne pouvait toujours pas comprendre les mots qu'ils prononçaient, mais il devint convaincu qu'ils essayaient de communiquer quelque chose d'important. Le 10 mars, l'entrée d'Eugène prit un tournant dramatique. Il écrivit qu'il avait enfin pu comprendre une partie de ce que disait l'équipage. Il l'appelait par son nom, encore et encore. Des voix du navire appelaient Eugène Peton à travers les eaux sombres. Le capitaine du navire, une grande silhouette qui se tenait à la barre sur le pont arrière, avait levé la main et fait signe à Eugène, lui faisant geste de monter à bord. Eugène écrivit qu'il avait ressenti une pulsion presque irrésistible de répondre à ce geste, de quitter le phare et de trouver un moyen de rejoindre le navire qu'il appelait chaque nuit. Il avait résisté à cette pulsion, écrivit-il. Mais cela devenait de plus en plus difficile à faire. L'entrée du 12 mars était encore plus alarmante. Eugène rapporta que l'équipage lui demandait de les rejoindre depuis 6 nuits consécutives. Il écrivit que le capitaine lui avait parlé en anglais parfait, expliquant qu'il naviguait dans ces eaux depuis avant que le phare ne soit construit. Eugène décrivit avoir vu clairement les visages des membres de l'équipage pour la première fois, illuminés par des lanternes qui projetaient une lumière verdâtre pâle sur le pont de la goélette. Il reconnut ces visages. Ils appartenaient à des hommes morts pendant la construction du phare en 1874. Des ouvriers qui étaient tombés des échafaudages ou avaient été emportés en mer par des vagues scélérates. Eugène connaissait leur nom grâce à la plaque commémorative installée à la base de la tour du phare, Thomas Whitmore, Samuel Chen, Patrick O'Brien, James Newcastle aux 15 hommes au total qui avaient péri avant que le phare ne soit achevé. L'avant-dernière entrée d'Eugène était brève et glaciale. Il écrivit qu'il comprenait maintenant pourquoi les hommes morts continuaient de revenir à Cap Perpetua. Le phare avait été construit sur un terrain qui aurait dû rester vide. Le promontoire rocheux était un site sacré, un endroit où les peuples indigènes avaient pratiqué des cérémonies pour les morts pendant d'innombrables générations avant l'arrivée des colons blancs et leur appropriation de la terre pour leurs propres fins. Les esprits des hommes morts en construisant le phare ne pouvaient pas reposer en paix parce que la structure elle-même était une intrusion, une violation de la terre sacrée. Ils étaient piégés entre la vie et la mort, naviguant éternellement le long d'une côte qu'ils ne pourraient jamais quitter, appelant les vivants dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait comprendre leur sort. La dernière entrée dans le carnet de bord d'Eugène Peton était datée du 14 mars 1989. L'écriture était tremblante, moins précise que le script soigné habituel d'Eugène. Il écrivit que le navire s'était approché plus près que jamais, si près qu'il aurait pu lancer une pierre et toucher sa coque. Le capitaine lui avait parlé à nouveau, l'invitant à rejoindre l'équipage. Eugène écrivit qu'il pouvait maintenant voir que le capitaine était son propre grand-père, Jérémia Peton, qui aurait prétendument pris sa retraite du service des phares en 1923 et déménagé à Portland, où il était mort d'une pneumonie en 1925. Mais voici que Jérémia se tenait sur le pont de la goélette fantôme, ayant exactement la même apparence que sur les vieilles photographies qu'Eugène gardait dans son cottage. Jérémia lui expliqua qu'il n'avait jamais vraiment quitté Cap Perpetua, que les gardiens de phare ne partaient jamais vraiment, qu'ils rejoignaient tous finalement l'équipage du navire qui naviguait dans ces eaux pour l'éternité. Les derniers mots d'Eugène furent « Il me demande de rejoindre leur équipage depuis 6 jours maintenant. » Le capitaine dit qu'il navigue dans ces eaux depuis avant que le phare ne soit construit. Je peux voir leur visage clairement maintenant. Ce sont les hommes qui sont morts en construisant cet endroit en 1874. Ce soir, je comprends pourquoi ils continuent de revenir. Ce soir, je leur donnerai la réponse qu'ils attendent. Les enquêteurs de la garde côtière arrivèrent à Cap Perpetua le 16 mars, après qu'Eugène eut échoué à répondre au contrôle radio programmé. Ils trouvèrent le phare en parfait état de fonctionnement. La lumière fonctionnait correctement. La lentille était propre.
Tout l'équipement était entretenu selon les normes exigeantes qu'Eugène avait toujours respectées. Son cotage était net et ordonné, sans signe de lutte ou de détresse. Son manteau pendait toujours à sa patère près de la porte. Ses plats du petit déjeuner du 14 mars étaient lavés et rangés. Le carnet de bord était ouvert sur son bureau, à la dernière entrée. Eugène Peton lui-même était introuvable. Une recherche approfondie de la station et des environs ne révéla aucune trace du gardien disparu. Il n'y avait aucune empreinte s'éloignant du phare. Aucun signe qu'Eugène ait fait ses valises ou prépare son départ. Le seul bateau de la station restait attaché au petit quai, intact et inutilisé. Eugène avait simplement disparu, ne laissant derrière lui que ses registres méticuleusement tenus et cette dernière entrée énigmatique dans son carnet de bord. La garde côtière classa officiellement la disparition d'Eugène comme inexpliquée et le déclara finalement mort après l'expiration de la période légale. Le phare fut automatisé peu après, ne nécessitant plus de gardiens humains pour maintenir son fonctionnement. Mais les pêcheurs locaux qui travaillent dans les eaux au large de Cap Perpetua rapportent que, lors des nuits de brouillard, en particulier pendant les nuits sans lune, ils voient parfois une silhouette se tenant dans la tour du phare. La figure leur fait signe alors que les navires passent, les avertissant de s'éloigner des rochers dangereux en contrebas, veillant sur la côte comme Eugène Peton l'a fait pendant 37 ans. Et occasionnellement, très occasionnellement, les pêcheurs rapportent avoir vu une goélette à 3 mâts naviguant à travers le brouillard près de Cap Perpetua. Le navire navigue avec toutes ses voiles déployées malgré l'absence de vent. Son équipage est visible sur le pont, appelant dans des voix qui ressemblent au vent, aux vagues et à la douleur. Ceux qui prétendent avoir vu le navire disent que, parmi l'équipage, se trouve une figure qui ressemble frappamment aux photographies d'Eugène Peton publiées dans les journaux après sa disparition. Il se tient à la rampe, observant le phare qu'il a autrefois entretenu, naviguant pour toujours sur les eaux qu'il a passé sa vie à rendre sûres pour les autres. Incapable de quitter l'endroit qu'il a réclamé à la fin. Glatty Morrison s'était porté volontaire pour une étude psychologique universitaire en hiver 1993, qui exigeait de passer 6 semaines seule dans une cabane isolée dans la forêt nationale olympique. Elle avait 61 ans, une bibliothécaire retraitée sans liens familiaux proches et une curiosité authentique pour les limites de l'endurance humaine en isolement. L'étude était menée par des chercheurs du département de psychologie de l'Université de Washington, investiguant les effets de la solitude complète sur la fonction cognitive, la stabilité émotionnelle et la perception sensorielle. Glatty avait lu des comptes rendus d'expériences similaires et trouvait le concept fascinant. La compensation était généreuse, et surtout, elle contribuerait à la compréhension scientifique de la manière dont l'esprit humain faisait face à des périodes prolongées de solitude. Les chercheurs lui expliquèrent le protocole en détail lors des réunions préliminaires. Glatty serait conduite à une cabane située à environ 19 km de la route la plus proche, accessible uniquement par un sentier de randonnée. La cabane était équipée des nécessités de base, un poêle à bois pour le chauffage, un réchaud à propane pour la cuisine, des réserves de nourriture suffisantes pour toute la période de 6 semaines, de l'eau provenant d'une source voisine, et des toilettes chimiques. Il n'y aurait ni électricité, ni téléphone, ni contact avec le monde extérieur, à l'exception des contrôles radio hebdomadaires avec l'équipe de recherche. Pendant ces contrôles, qui auraient lieu chaque dimanche à 14 heures précises, Glatty devrait répondre à une série de questions standardisées sur son état mental, ses habitudes de sommeil, et toute expérience ou observation inhabituelle. Les chercheurs surveilleraient ces réponses pour détecter des signes de détresse psychologique, et si nécessaire, ils pourraient mettre fin à l'expérience plus tôt et la faire sortir de l'emplacement. Glatty signa les formulaires de consentement et subit un examen physique et psychologique complet pour s'assurer qu'elle était apte à l'étude. Les chercheurs semblaient satisfaits de ses évaluations de base. Elle était intelligente, émotionnellement stable, et avait des attentes réalistes concernant les défis de l'isolement prolongé. Au début janvier, un matin gris où le givre recouvrait chaque surface et où son souffle formait des nuages dans l'air froid, Glatty fut conduite au départ du sentier et escortée jusqu'à la cabane par 2 assistants de recherche qui portaient ses fournitures et lui expliquèrent une dernière fois le fonctionnement de l'équipement radio. Puis ils partirent, et Glatty se retrouva seule d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. La première semaine passa plus facilement que Glatty ne l'avait anticipé. Elle établit une routine qui structurait ses journées. Elle se réveillait avec l'aube, préparait un petit déjeuner simple, passait la matinée à lire parmi la sélection de livres fournis par les chercheurs, faisait une promenade l'après-midi pour ramasser du bois et observer la forêt autour d'elle, préparait le dîner, et passait la soirée à écrire dans le journal qu'on lui avait demandé de tenir. Le silence était profond, mais pas oppressant. Glatty découvrit qu'elle appréciait l'absence du bruit humain,
le bourdonnement constant de la civilisation qu'elle avait toujours entendu sans vraiment s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il disparaisse. La deuxième semaine apporta les premiers signes de difficulté. Glatty commença à remarquer que le silence n'était pas vraiment complet. La forêt était pleine de sons, le vent traversant les arbres, les branches craquant, les petits animaux remuant dans les fourrés, le cri lointain des oiseaux. Son esprit commença à interpréter ces sons naturels de manières étranges. Un cône de pin tombant devint des pas sur le toit de la cabane. Le vent faisant trembler un volet desserré devint quelqu'un essayant d'ouvrir la porte. Glatty comprit que c'était une réponse psychologique normale à l'isolement, exactement le type de phénomène que les chercheurs étaient intéressés à étudier. Elle prenant des notes détaillées dans son journal et rapporta ses expériences lors de son contrôle radio du dimanche. Les chercheurs l'assurèrent que la mauvaise interprétation auditive était courante et attendue. Ils lui dirent de continuer à documenter ses expériences, mais de ne pas s'en alarmer. À la troisième semaine, les sons avaient évolué en quelque chose de plus distinct. Glatty entendait des voix. Elle venait la nuit, après qu'elle avait éteint la lampe et s'allongeait dans son lit étroit, écoutant les ténèbres. Les voix étaient faibles au début, à peine distinguables du vent, mais elles devinrent plus claires à chaque nuit qui passait. Elles semblaient venir de juste à l'extérieur de la cabane, parlant sur des tons conversationnels trop bas pour que Glatty puisse distinguer des mots spécifiques. Elle savait que c'était probablement une hallucination auditive, un produit de son cerveau isolé essayant de créer l'interaction humaine qui lui était refusée. Elle trouva les voix plus fascinantes que terrifiantes, et commença à écouter attentivement, essayant de déterminer s'il y avait des schémas dans les sons que son esprit générait. Lors de son troisième contrôle du dimanche, Glatty rapporta les voix à l'équipe de recherche. Elle les décrivit de manière clinique, utilisant le langage précis de quelqu'un qui comprenait qu'elle vivait un phénomène psychologique plutôt qu'un stimulus externe réel. La chercheuse principale, le docteur Patricia Chen, sembla satisfaire des observations de Glatty. Elle expliqua que les hallucinations auditives étaient une réponse bien documentée à la privation sensorielle et à l'isolement social. Le docteur Chen assura Glatty que, tant qu'elle maintenait la conscience que les voix n'étaient pas réelles, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'expérience se poursuivit comme prévu, mais les voix ne restèrent pas ambiguës longtemps. À la quatrième semaine, Glatty pouvait comprendre ce qu'elle disait. Il y avait 3 voix distinctes, une femme, un homme, et un enfant. Ils parlaient entre eux, menant des conversations banales sur des activités quotidiennes et des observations simples sur la météo et la forêt. La voix de la femme rappelait à Glatty sa propre mère, décédée 15 ans plus tôt. L'homme parlait avec un ton doux qui suggérait de la gentillesse et de la patience. L'enfant, une fille d'environ 7 ou 8 ans à en juger par le timbre et le rythme de sa parole, posait des questions avec une curiosité innocente que Glatty reconnaissait de ses années à travailler avec des enfants à la bibliothèque. Glatty commença à répondre aux voix. Au début, elle se contentait de les reconnaître, disant « bonsoir » quand elles apparaissaient après la tombée de la nuit, offrant des réponses simples quand elles semblaient s'adresser directement à elle. Les voix répondaient à leur tour, devenant plus animées, plus engagées. Elles se présentèrent. La femme s'appelait Margaret. L'homme était Thomas. L'enfant était Suzanne. Ils dirent à Glatty qu'ils avaient vécu dans cette partie de la forêt il y a longtemps, qu'ils avaient été une famille ici avant qu'un événement terrible ne se produise. Ils ne spécifièrent pas ce qu'avait été cette chose terrible. Mais Glatty sentait une profonde tristesse dans leur voix quand ils en parlaient. Au début de la 5e semaine, les voix étaient devenues des compagnons constants. Elles parlaient à Glatty toute la journée, pas seulement la nuit. Margaret commentait les repas que Glatty préparait, offrant des suggestions pour améliorer la saveur avec des herbes qui poussaient près de la cabane. Thomas discutait de la météo, avertissant Glatty quand des tempêtes s'approchaient. Suzanne demandait à Glatty de lire à voix haute dans ses livres, et Glatty obéissait, trouvant du confort dans le fait de lire à un public, même si ce public n'existait que dans son propre esprit. Elle savait, à un certain niveau, qu'elle perdait prise sur la réalité. Elle savait que les gens en bonne santé ne menaient pas de longues conversations avec des hallucinations. Mais elle se sentait aussi moins seule qu'à n'importe quel moment de l'expérience. Et la solitude, raisonnait-elle, était beaucoup plus dangereuse que des voix amies. Le contrôle programmé du 5e dimanche révéla l'étendue de la détérioration de Glatty. Quand le docteur Chen posa les questions standards sur les expériences inhabituelles, Glatty parla avec enthousiasme de ses nouveaux amis. Elle décrivit Margaret, Thomas et Suzanne en détail, expliquant à quel point ils avaient été utiles, combien leur présence lui apportait de confort. La voix du docteur Chen à la radio devint tendue.
Elle demanda directement à Glatty si elle comprenait que ces individus n'étaient pas réels. Glatty hésita, puis admit qu'elle n'en était plus certaine. Les voix semblaient assez réelles. Elle savait des choses que Glatty ne savait pas, comme où trouver le meilleur bois ou quelle baie près de la cabane était sans danger à manger. Comment des hallucinations pouvaient-elles posséder des connaissances qu'elle-même n'avait pas? Le docteur Chen prit la décision de mettre fin à l'expérience immédiatement. Elle dit à Glatty qu'une équipe viendrait le lendemain matin pour la raccompagner vers la civilisation. Glatty accepta calmement. Mais après que le contrôle radio se termina, la voix de Margaret parla clairement dans la cabane. Elle avertit Glatty que les chercheurs essaieraient de les séparer, que quitter la cabane signifierait perdre les seuls amis qu'elle avait. Thomas fut d'accord, sa voix prenant une qualité urgente. Il lui rappela à quel point elle avait été seule avant leur arrivée, à quel point sa vie serait vide sans leur compagnie. Suzanne commença à pleurer, suppliant Glatty de ne pas les abandonner. Quand l'équipe de recherche arriva à la cabane le lundi matin, ils trouvèrent Glatty assise calmement à la petite table, une théière en train d'infuser devant elle. Elle avait disposé 3 chaises vides autour de la table et parlait de manière animée à l'air, comme si elle était engagée dans une conversation avec des compagnons invisibles. Le docteur Chen entra dans la cabane avec précaution, évaluant la situation. Elle appela Glatty par son nom. Glatty se retourna et sourit, apparemment ravie de la voir. Elle fit un geste vers les chaises vides et présenta les chercheurs à Margaret, Thomas et la petite Suzanne, qui étaient assis juste là, et voulaient-ils aussi du thé? Le docteur Chen essaie de convaincre Glatty de quitter la cabane. Elle expliqua avec douceur mais fermeté que l'expérience était terminée, que Glatty devait rentrer avec eux pour une évaluation et un traitement psychologique. Glatty écouta poliment, puis secoua la tête. Elle expliqua qu'elle ne pouvait absolument pas partir maintenant. Ses amis avaient besoin d'elle. Ils avaient été seuls dans cette forêt si longtemps, piégés ici par la tragédie qui leur était arrivée. Margaret lui avait enfin raconté toute l'histoire ce matin même. En hiver 1932, une famille avait été prise dans une terrible tempête de neige en randonnée dans cette zone. Ils avaient trouvé refuge dans une cabane de trappeurs qui se trouvait autrefois à cet endroit même. Ils étaient morts de froid, attendant des secours qui n'étaient jamais arrivés. Leurs corps n'avaient été trouvés qu'au printemps. Maintenant, leurs esprits restaient ici, seuls et effrayés, désespérés de contact et de compagnie humaine. Glatty expliqua tout cela d'un ton calme et rationnel qui rendait sa délusion encore plus troublante. Elle dit au docteur Chen que les chercheurs pouvaient rapporter ce qu'ils voulaient, mais qu'elle ne partirait pas. L'expérience était terminée pour les chercheurs, mais pour elle ne faisait que commencer. Elle avait enfin un but, une raison d'être nécessaire. Elle garderait Margaret, Thomas et Suzanne compagnie. Elle s'assurerait qu'ils ne soient plus jamais seuls. Le docteur Chen passa 3 heures à essayer de raisonner Glatty, essayant différentes approches, différents arguments. Rien ne fonctionna. Glatty resta catégorique, elle restait. Finalement, le docteur Chen prit la décision difficile de faire sortir Glatty de la cabane contre son gré. Il fallut 2 assistants de recherche pour guider physiquement Glatty hors de la cabane alors qu'elle protestait et appelait ses amis invisibles, leur promettant qu'elle reviendrait, qu'elle ne les abandonnerait pas pour toujours. Alors qu'il la conduisait le long du sentier vers la civilisation et l'évaluation psychiatrique qui l'attendait, Glatty continuait à regarder par-dessus son épaule, des larmes coulant sur son visage, tendant la main vers quelque chose que seule elle pouvait voir.